Bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. Le gouvernement durcit la lutte contre le trafic de bois en Casamance. 3 ministres se sont rendus à Ziguinchor pour annoncer les mesures prises. Des moyens de transport utilisés par les trafiquants ont été détruits pour l'exemple. L'objectif est de protéger nos forêts. À quelques heures du baccalauréat, les derniers réglages chez les 152 575 candidats inscrits, c'est aussi le dernier délai pour ceux qui n'ont pas encore déposé leur livret de bac. C'est cet élément du dossier qui permet d'être repêché pour la mention ou l'admissibilité. Et puis en football, les éliminatoires de la CAN U20, le Sénégal réalise une bonne opération. Les Lionceaux ont battu cet après-midi le Ghana 3-1. Des charrettes, des motos, des vélos et même des véhicules incinérés. Une opération qui entre dans le cadre de la lutte contre le trafic de bois en Casamance. La présence des ministres de l'Environnement, de l'Intérieur et des Forces armées démontre l'importance accordée à la protection des forêts. Le renforcement des sanctions et une surveillance accrue sont quelques solutions pour plus d'efficacité dans cette lutte. Carlton Gay. Plus de 3000 charrettes, des vélos, des motos et du matériel saisis à Kolda et à Ziguinchor. La lutte contre la déforestation s'intensifie en Casamance. Face à l'ampleur du phénomène, les autorités passent à l'offensive. Le geste que nous faisons aujourd'hui, donc procéder à l'incinération des charrettes qui ont été prises chez les trafiquants, de camions. Le camion arrivera tout à l'heure, des motos aussi. Donc c'était pour passer à l'action, c'est-à-dire montrer à tous les Sénégalais et plus particulièrement aux trafiquants que ce trafic de bois doit être arrêté de manière définitive, compte tenu du fait que c'est l'environnement qui est agressé. Cette dégradation des forêts n'est pas sans conséquence sur la vie des populations. Et au moment où partout dans le monde, la protection de l'environnement est devenue une priorité, le Sénégal n'est pas en reste. En plus de ce qui est déjà fait, les sanctions sont renforcées. Je pense qu'aujourd'hui, il faut passer à la vitesse supérieure et que tout simplement, les peines seront alourdies et dire que dès la semaine prochaine, en tout cas, il y aura un dispositif qui va être mis en place. Que ce soit dans la région de Kolda, comme dans celle de Ziguinchor. C'est pour dire qu'il y a un travail important qui est en train d'être fait et il va être renforcé. Donc dès la semaine prochaine, vous verrez, même dans la zone, la partie sud du Sénégal par rapport à la Gambie, la partie du Sénégal au nord de la Gambie, celle-là aussi va être surveillée par et la gendarmerie, et la police, et les eaux et forêts. Donc c'est pour dire aujourd'hui que c'est un combat qui est engagé et je pense que nous le réussirons. L'incinération, une des étapes de cette lutte contre le trafic illicite de bois, et le combat continue. La protection des forêts sénégalaises est une affaire de tous. La police, la gendarmerie, l'armée, les eaux et forêts, la douane, toutes les forces de défense et de sécurité s'engagent pour éradiquer ce phénomène. Vous avez suivi ces derniers jours cette croisade contre l'utilisation des enfants dans la rue. Les enfants qui ont été retrouvés dans les rues de Dakar ont été orientés vers le centre Guindi. Ce centre accueille des enfants en situation difficile, un service à caractère social. C'est le seul centre étatique du genre au Sénégal. Dieynaba Dia nous fait la présentation du centre Guindi. Le centre Guindi, situé à Grand Yoff, est créé en 2003 à l'initiative du chef de l'État. Depuis, il accomplit au quotidien sa mission d'accueil et d'orientation des enfants en situation difficile. Le centre t'accueille, le centre t'informe de tes droits, de tes devoirs, de ce que tu dois faire, comment tu dois te comporter dans la vie. Les enfants accueillis ici sont souvent victimes de maltraitance. C'est pourquoi l'accent est mis sur la santé et la psychologie. Si nous prenons l'enfant dans la rue, qu'il vienne, on ne peut pas le laisser comme ça intégrer le groupe qui est là depuis 2 jours ou 3 jours. D'abord, nous l'acheminons vers l'infirmerie pour voir est-ce qu'il n'est pas malade ou bien est-ce qu'il n'a pas une maladie contagieuse qui peut contaminer les autres enfants qui sont sur place. Il y a des psychologues qui sont ici, ça c'est pour les prendre psychologiquement, pour les rassurer, parce que l'enfant qui vient ici, il est un peu rétracté sur lui-même.
il ne parle pas, il est très violent. Des assistants sociaux, des lavandières, un maître coranique, des ateliers de formation en couture et en restauration, tout est mis en place pour accompagner les pensionnaires. J'aime le dire, il y a des enfants qui viennent et qui ne veulent plus rentrer parce que ce qu'ils trouvent dans le centre est meilleur là où ils étaient et meilleur même chez eux, qu'on se le dise, parce qu'ils sont pris en charge totalement. Le travail se fait essentiellement par l'intermédiaire du numéro vert. Le personnel est à l'écoute 24 heures sur 24. Il y a une ligne d'assistance qui est là, une ligne d'assistance aux enfants en situation difficile. D'ailleurs, c'est la seule ligne qui existe au Sénégal qui a 3 chiffres. C'est le 116, le 116. C'est une ligne gratuite. Quand on appelle, vous ne payez pas. Et si vous voyez un enfant qui est en situation difficile, si vous appelez, immédiatement, il y a une équipe qui est sur place qui se déplace vers cet enfant pour le récupérer. Tous les enfants accueillis par le centre sont appelés à retourner chez eux. Le parent ou le maître coranique est tenu de donner des engagements clairs pour pouvoir récupérer l'enfant. Le centre Guindi, un refuge pour les enfants en situation difficile. Plus que quelques heures pour les 152 575 candidats avant l'examen du baccalauréat. C'est l'ultime délai aussi pour ceux qui n'ont pas encore déposé leur livret de bac. Un dossier qui leur permettra d'être repêchés pour la mention ou pour l'admissibilité. Le logiciel mis à la disposition des présidents du jury va faciliter le travail, sécuriser les données et rendre plus transparente la procédure. Suite de notre série de dossiers consacrés aux préparatifs du baccalauréat avec Cédina Lufal. Ces élèves en série scientifique trouvés au lycée Kennedy poursuivent leur révision. Pour elles, point question d'arrêter maintenant. Il faut revoir les leçons jusqu'à la dernière heure avant l'examen. On va mettre plus l'accent sur les matières dominantes, mathématiques, sciences physiques et SVT, sciences naturelles. On compte réviser jusqu'au dimanche soir. Comme élève on n'est jamais prêt, ça c'est sûr. Moi je compte arrêter aujourd'hui, mais je pense qu'il ne peut pas manquer d'ouvrir les cahiers demain dans la journée quand on est assise. Ça ne peut pas manquer de penser aux leçons. Je crois que ça c'est une bonne chose, hein? Réviser jusqu'au dernier jour, n'est-ce pas? Il y a des élèves qui n'ont pas la capacité de retenir. Pour ces élèves-là, je leur conseille de continuer leur révision jusqu'au dimanche. N'est-ce pas? Pour d'autres, n'est-ce pas, qui pensent que l'examen est là, ils sont fatigués, ils doivent se reposer 24 heures avant. Pour ces élèves-là, je les conseille, n'est-ce pas, de fermer les cahiers le dimanche et de se concentrer et d'être calme. La veille de l'examen du baccalauréat est une période difficile à gérer pour les élèves, mais également pour les enseignants. Effectivement, c'est une période extrêmement difficile, aussi bien pour les apprenants que pour les enseignants. Vous l'avez constaté de vous-même, les classes sont remplies. Les élèves demandent à ce que les profs viennent les accompagner, faire des révisions, les dernières retouches. Le programme est terminé, nous avons bouclé quand même le programme, Dieu merci. Donc nous demandons aux élèves quand même de réviser tout. Les listes des candidats sont déjà affichées devant les salles de classe. Les numérotations effectuées, les feuilles d'émargement pour les épreuves sont préparées. Tout est en place ici. Donc ici, nous sommes juste là pour d'abord se présenter administrativement auprès du chef de centre, ensuite voir les salles de classe, est-ce qu'ils sont bien numérotés, est-ce que vraiment les conditions sont requises pour un bon déroulement du bac. Ensuite également faire un état des lieux. Sur le plan de la surveillance, je pense que nous n'aurons pas de difficultés majeures. Nous aurons au moins 3 surveillants par salle. Nous avons, comme nous avons l'habitude de le faire, envoyé une correspondance au commissariat du 4e arrondissement. Nous avons eu un contact téléphonique aussi avec le commandant qui gère le lycée Kennedy pour la sécurisation du centre. Après les épreuves anticipées, certains candidats ont perdu leur convocation. Dans le cas d'espèce, il leur suffit de retourner à l'office du bac pour qu'on leur fasse une copie de cette convocation, pour qu'ils reviennent donc au niveau du centre faire signer par le chef de centre que je suis. Il est également fortement recommandé aux établissements de déposer les livrets de bac des candidats au niveau des centres d'examen. L'importance du livret de bac au niveau de l'examen est liée surtout au repêchage.
Donc le livret sert à repêcher le candidat. Les candidats qui n'ont pas de livret de bac ne pourront pas être repêchés. Il n'y a pas de date limite. L'essentiel, c'est que le président du jury en fait, puisse en disposer le plus rapidement possible pour pouvoir en fait, les trier et donc faire le travail nécessaire, à savoir mettre les moyennes de cycle dans le logiciel pour pouvoir déterminer quels sont les candidats qui sont donc repêchables ou non. Le logiciel en question permet aux différents présidents de jury de gérer dans la plus grande transparence les notes des candidats. Je dois dire que le logiciel a beaucoup apporté. Disons d'abord pour le président de jury, le logiciel a réduit considérablement le travail qu'il fallait faire au niveau du secrétariat. Mais aussi, le logiciel a eu un apport considérable sur éventuellement les erreurs qui sont susceptibles d'avoir lieu pendant le baccalauréat. Et aussi, le logiciel fait un calcul automatique de l'ensemble des résultats. Donc le logiciel on peut à travers le logiciel superviser le baccalauréat aussi bien en amont, pendant et après le travail du baccalauréat. En amont, il faut entrer les données du livret scolaire et ainsi ce calcul maintenant est pris en charge par le logiciel qui, en rapport avec les données qui ont été entrées à partir du livret scolaire du candidat, c'est le logiciel qui fait le traitement global de la situation. Au niveau des centres d'examen, les dispositions ont été prises pour permettre aux 152 575 candidats de pouvoir composer pour l'obtention de leur premier grade universitaire. Parlons de la décoration des taxis, l'expression d'un sentiment ou d'une croyance religieuse. Les propriétaires ou les chauffeurs s'en donnent à cœur joie pour rendre attrayant et attractif leur véhicule de transport. Comment les messages sont-ils inscrits sur ces taxis? Avec quels produits et à quelle fin? Autant de questions qui ont poussé notre reporter Koumba Diakhatemar à voyager à bord d'un taxi pour nous parler du monde de la décoration. En pleine circulation, on est frappé par des inscriptions à l'arrière de beaucoup de taxis. Des messages qui se suivent mais ne se ressemblent pas. Chacun y va de son avis ou de sa préférence. On peut écrire Bakhyaï, Santiyala ou bien le nom de son marabout. Je suis fidèle mouride, Cheikh Ibrahim Fall est mon guide. Et le fait de l'écrire, cela attire tous les clients mourides. Comment sont écrits ces messages? Avec quels produits? Pour avoir la réponse, direction La Médina, chez Khalidou. Il est décorateur de voitures. Je fais avec du peinture à l'huile. Si c'est seulement Alhamdulillah ou bien 5 minutes ou bien 6 minutes maximum. Je peux pas, nous le faisons maximum 3 000 francs, mais là, c'est 1 000 francs. Peu importe le prix, ces chauffeurs veulent exprimer soit leurs sentiments ou leurs croyances. C'est bien parce qu'elle nous attire. Des fois, tu rentres dans le taxi, tu vois Seigne Fallou, tu es très content. Généralement, je ne fais pas attention à cela. Quand je prends un taxi, je me dis que j'ai mon argent. J'essaie de voir un taxi neuf, généralement un taxi présentable. Mais quant à ce qui est écrit, généralement, je ne fais pas attention à ça. Je ne voulais pas heurter la conscience des gens, parce que les gens, parfois, ce sont des mourides, ce sont des tidjanes, des catholiques, comme ça. Donc, si je n'arrive pas à distinguer les mourides et les tidjanes, je prends seulement un client. J'ai écrit seulement ce qui est important. C'est le numéro de licence seulement. Les messages à l'arrière, voire à l'avant des taxis, sont de plus en plus accompagnés de photos pour illustrer l'intérieur du véhicule.
Parlons du programme national des domaines agricoles communautaires qui s'ouvre à la diaspora. C'est dans le but d'impliquer les acteurs associatifs et économiques pour l'émergence du Sénégal, première terre d'accueil Paris. Dans la capitale française, le coordonnateur national du PRODAC a échangé avec des compatriotes et des institutions. Tous se disent prêts à accompagner le programme de création massive d'emplois en milieu rural. Ibrahima Diédhiou. L'Agora, la maison des associations de Mantes-la-Jolie, a abrité la première rencontre avec la diaspora, avec notamment les principales fédérations d'associations Faderma et Faderta, autour du consul général du Sénégal à Paris et du chef du bureau économique de l'ambassade du Sénégal dans la capitale française. Dans un premier temps, elle a servi de cadre d'échange sur les bases d'un projet d'investissement collectif et productif dans les futurs DAC de Matam et Tambacounda. Avec nos partenaires, donc le département des Yvelines et le PRODAC, nous sommes en train de réfléchir ensemble comment mettre en synergie les compétences de la diaspora, les moyens de la diaspora et développer l'économie locale à travers l'agriculture. De par leur capacité d'investissement, leur esprit d'entreprise et leur expertise technique, la diaspora sénégalaise joue et doit davantage jouer un rôle d'acteur économique central dans les terroirs d'origine des migrants. C'est important que la diaspora sénégalaise, qui est très dynamique dans ce territoire par rapport vraiment à des projets pluriannuels qui sont suivis, c'est important aujourd'hui qu'elle puisse comprendre c'est quoi le DAC et qu'est-ce qu'elle peut réellement apporter au DAC. Et je pense que c'est bien parti. Au terme de cette première journée du séjour du coordonnateur national, le Conseil général des Yvelines, les fédérations d'associations se sont engagées à élaborer un partenariat avec le PRODAC pour un projet collectif productif à travers un schéma qui sera défini prochainement. La visite au lycée agricole et horticole de Saint-Germain-en-Laye a permis de rencontrer 3 Sénégalais qui, après une incubation d'1 an dans la ferme agricole, ambitionnent de revenir mettre leur savoir-faire dans les domaines agricoles communautaires. Alors, moi j'ai eu la chance de rentrer travailler au Sénégal comme expatrié pendant 2 ans, entre 2013 et 2014. J'ai découvert que l'agriculture était un excellent outil éducatif parce que les jeunes en question étaient accompagnés, étaient accueillis dans des familles, dans des villages d'accueil où l'agriculture était la principale activité. Et donc j'ai vu ces jeunes se transformer au contact de la terre. Et pour moi, c'était du coup quelque chose d'intéressant pour moi. Et quand je suis rentré, j'ai arrêté de travailler et je me suis dit, je vais me former pour comprendre moi-même et puis transmettre ce qu'il faut. Du coup, avec le PRODAC, ça ira plus vite, ça c'est sûr. Un partenariat entre ce lycée et le PRODAC est également en perspective afin de permettre aux Sénégalais de la diaspora ou ceux restés au pays de se former dans cet établissement afin de s'engager ensuite dans les DAC. La dernière session s'est tenue de 13h à 18h. Elle a permis aux associations et aux Sénégalais issus de la diaspora d'échanger sur les opportunités d'investissement dans les domaines agricoles communautaires. C'est le chef de l'État lui-même qui nous demande d'ouvrir justement une large fenêtre sur la diaspora. Ensuite, il est clair que la diaspora a un rôle déterminant à jouer dans le déroulé du plan Sénégal émergent. Et le programme des domaines agricoles communautaires est un des piliers de ce PSE. Et je suis certain que nous commençons à apporter des réponses qui sont significatives. Et la diaspora, encore une fois, moi je porte beaucoup d'intérêt à ce que la diaspora puisse aussi non seulement être informée, mais vienne participer effectivement à ce que nous sommes en train de faire au Sénégal. Vraiment, c'est très rassuré et très confiant que si je vais là-bas, je vais être accompagné de manière technique et au niveau de la formation aussi. 70 associations pour 200 participants ont partagé leur enthousiasme autour des domaines agricoles communautaires au Sénégal. Un programme du chef de l'État qui suscite l'intérêt au sein de la diaspora sénégalaise. Nous parlons d'un produit agricole, la cola, élément culturel ou produit de consommation. Beaucoup de personnes en raffolent pour leur alimentation ou l'utilisent tout simplement comme symbole dans certaines cérémonies. Entre 2013 et 2014, le Sénégal a importé près de 4000 tonnes de cola sur un marché qui se rétrécit de plus en plus. Lamine Touré. La cola est une denrée qui a une clientèle rare à voir dans la rue, mais qui existe tant soit peu. Aladji Fodé Diallo fait partie de ceux-là qui en raffolent. Sa consommation
est pour lui une histoire de famille. La cola fait partie de ma culture. Même la nuit, j'en prends constamment dans ma famille. Certains l'ont consommé jusqu'à l'âge de 125 ans. À l'image des produits à caractère transfrontalier, la cola vit aussi dans un espace appelé marché. Pour ces colatiers grossistes de la rue Sergent Malamine en plein centre de la ville, la vie est rythmée par les importations. On achète la cola en Côte d'Ivoire et on l'achemine sur Dakar par voie maritime. Auparavant, avant le conflit dans ce pays, le transport se faisait par voie terrestre. L'importation, c'est très vite. Par voie maritime, ça fait 72 heures tu récupères ton conteneur. La Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, la Guinée-Conakry, ce sont là les grands pourvoyeurs de cola. La diversité de cette provenance renvoie à celle des acteurs qui s'affrontent sur le marché. Bienvenue à la concurrence, voire le business de la grande cola. Avant, tu pouvais vendre 300 paniers en un mois, mais maintenant, tu ne peux même pas vendre 100 paniers en un mois. Il y a la concurrence avec les Guinéens. Les temps sont durs. Il y a de nouveaux acteurs sur le marché. Nos anciens partenaires sont devenus commerçants et se ravitaillent sur le marché de Diaoubé. Et puis, cela même ne paye pas de taxes. Moins de clients, de nouveaux arrivants dans le secteur. Le marché de la cola est ici en chute libre. Je vends le kilogramme entre 1800 et 2000 francs. Le commerce se porte bien au-delà des frais, souvent pénibles à solder. Ceux qui parlent des difficultés liées au commerce de la cola n'en savent rien en termes de rentabilité. Nous sommes vraiment à la belle époque. Des arguments basés sur l'expérience d'une vie dans la vente de cola pour Ndeignan et Pendagui. L'activité nourrit bien son homme. Nous achetons le sac à 55 000 voire 60 000 francs CFA et nous gagnons 5 000 voire 7 000 francs CFA de bénéfices. De 2013 à 2014, le Sénégal a importé entre 2500 et 4000 tonnes de cola. En général, les autres données du secteur échappent à l'autorité compétente. Autrement dit, le marché de la cola est dans le grand sommeil de l'informel. Dans l'actualité internationale, Ali Bongo qui dépose sa candidature pour la présidentielle de cette année, le Sud-Soudan qui fête les 5 ans de son indépendance sous tension, et l'OTAN qui affiche sa fermeté face à la Russie. Mais nous commençons par cette manifestation contre Boko Haram à Niamey. C'est de la Lunchigo. Des centaines de milliers de personnes dans les rues de Niamey. Elles manifestent contre Boko Haram et pour soutenir l'armée nigérienne durement touchée par les attaques du groupe djihadiste ces dernières semaines. Les manifestants ont sillonné plusieurs rues de la capitale avant de tenir un meeting devant le Parlement. La manifestation a regroupé des acteurs de la société civile, des syndicalistes, des étudiants et d'autres couches de la population. Candidat à la présidentielle gabonaise, Ali Bongo a déposé son dossier ce samedi. Le chef de l'État gabonais était accompagné d'un important cortège dans les locaux de la CONAP, la Commission électorale nationale et permanente. Près d'une vingtaine de candidats se sont déclarés à l'élection présidentielle prévue le 27 août prochain. Le Sud-Soudan célèbre ce samedi le 5e anniversaire de son indépendance. Une triste commémoration. Le plus jeune État africain est déchiré par une guerre civile depuis plus de 2 ans et demi. Des tirs d'armes automatiques étaient entendus vendredi non loin du palais présidentiel à Juba. C'est au moment où le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar étaient réunis pour une conférence de presse. Fin ce samedi du sommet de l'OTAN en Pologne, l'Alliance Atlantique s'est affichée vigilante et unie à Varsovie. Les 28 États membres ont prôné le dialogue avec la Russie, non sans être fermes à l'égard du Kremlin, dont l'attitude inquiète certains pays de l'Est. L'OTAN et l'Union européenne vont coopérer davantage dans l'espace cyber et maritime en Méditerranée pour la lutte contre les réseaux de passeurs de migrants et de trafiquants.
C'est Naloun Djigo, retour au Sénégal avec l'État qui s'engage à accompagner les maîtres coraniques et les familles retrouvées dans les rues avec des enfants. Les 27 familles déjà identifiées et les 15 maîtres coraniques ont pour le moment reçu des enveloppes financières et des denrées alimentaires en guise d'appui pour la prise en charge. Cette ration du mois de juillet va se poursuivre avec une expression des besoins de chaque famille. Le ministre Maria Massar est catégorique, l'État ne reculera pas pour la protection des enfants. Abasso. C'est une opération qui va continuer dans la durée jusqu'au retrait définitif des enfants de la rue. Le message est clair, précis, comme pour afficher la volonté de l'État du Sénégal à préserver les droits des enfants. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance met tout en œuvre pour amener les familles et les maîtres coraniques à respecter cette décision du chef de l'État. Après le retrait d'urgence, l'identification des familles, l'heure est à l'appui des groupes pour un mieux-être collectif. C'est difficile d'allier la prise en charge des talibés et celle de ma propre famille. Éduquer un monde venu d'horizons divers n'est pas chose aisée. Celui qui le fait n'a certainement pas le choix. Nous sommes le plus souvent des éleveurs ou agriculteurs. Puisque les conditions sont ainsi définies, nous souhaitons une aide pour retourner dans notre milieu d'origine. Et c'est même plus facile pour nous. Très honoré de l'appel du ministère et de l'accompagnement du ministre et même de l'État du Sénégal. En tout cas, bravo pour le dialogue permanent mais aussi pour l'appui considérable. Je reprends. Parmi les 15 maîtres coraniques identifiés, 5 sont favorables au retour. Toutes les 27 familles comptent s'exécuter à ne plus errer avec les enfants dans la rue. En guise d'appui à ces groupes vulnérables, le ministère en charge de la femme, de la famille et de l'enfance n'a pas lésiné sur les moyens. Au-delà des enveloppes de 50 à 75 000 francs CFA, des kits leur ont été remis. Nous voulons que les enfants soient dans des maisons, mangent dans ces maisons-là et le retour dès l'opération à la famille. Parce que nous voulons offrir aux enfants un cadre familial. C'est ça l'objet. Donc c'est un long processus et nous invitons toutes les familles, toutes les populations à nous accompagner pour la réussite de cette opération. Mais on ne s'arrête pas seulement à cette opération de retrait. Il y a un volet réinsertion, il y a un volet suivi, il y a un volet communication. Du savon, du riz, de l'huile, du lait, du sucre, entre autres aliments, pour assurer la ration du mois de juillet. D'autres possibilités vont être étudiées pour la pérennité de l'appui, sans compter d'autres projets sociaux. Il faut des moyens et toute la communauté est interpellée afin d'éradiquer le phénomène au Sénégal. Voilà l'État qui affiche sa fermeté pour sortir les enfants de la rue. En football, le troisième et dernier tour des éliminatoires de la CAN U20 2017, le Sénégal a pris une sérieuse option pour la qualification cet après-midi à domicile. Les Lionceaux ont battu les Black Satellites du Ghana sur le score de 3-1, avec à la clé un doublé de Ibrahima Niane sur coup franc. Retour sur les temps forts de ce match. Allez avec Ibrahima Mbo. La danse de la victoire. Communion avec les supporters. Le Sénégal frappe un grand coup grâce notamment à l'attaquant de Génération Foot Ibrahima Niane, auteur de 2 buts sur coup franc direct. Une performance très rare chez les footballeurs sénégalais, toutes catégories confondues. Il marque le premier coup franc à la 10e minute de jeu, frappe puissante des 25 mètres. Un missile balistique qui met le feu dans les filets du portier ghanéen Kwame Ba. L'enrôlé fantastique. Les Black Satellites réagissent très vite, 21e minute. Kouachi Fobi trouve Daouda Mohamed au second poteau qui égalise. Erreur de placement et de marquage des axiaux sénégalais, Daouda Mohamed s'est engouffré dans la brèche pour remettre les deux équipes à égalité.
Mais le Sénégal peut compter à nouveau sur Ibrahima Niane. Nouveau coup franc à la 25e minute, presque même angle, même distance. Il enroule parfaitement. Poteau rentrant. Équilibre parfait, précision diabolique. Comme face à la Tunisie au deuxième tour des éliminatoires, Ibrahima Niane réalise un doublé retentissant. En pensant que voilà, il allait refaire le même coup, il a changé complètement l'axe du tir et il a eu le poteau rentrant. En seconde période, les Lionceaux ne lâchent pas la proie pour l'ombre. Sur une contre-attaque éclair, la défense ghanéenne perd son sang-froid. Aliou Badji en profite pour mettre en selle Ibrahima Ndiaye. L'attaquant du Jaraaf ajuste le gardien des Black Satellites. Contrôle, enchaînement du gauche, un tir croisé, logé dans le petit filet. Avec un trio d'attaque composé d'Ibrahima Niane, Aliou Badji, Ibrahima Ndiaye, on est dangereux devant. Les Ghanéens ont tout tenté pour revenir, mais en vain. Les Lionceaux s'imposent 3-1 et prennent une sérieuse option pour Zambie 2017. Match retour dans 2 semaines. Le Sénégal qui fait tomber le géant, le Ghana, les Black Stars. Belle performance des Lionceaux. Prions pour qu'ils rééditent cet exploit lors du match retour. La finale de l'Euro 2016 aura lieu demain dimanche. Elle oppose le pays organisateur, la France, au Portugal. Le coup d'envoi à 19h GMT au Stade de France. Comme en 1984 et en 1998, les Bleus tenteront de gagner un trophée majeur à domicile. Le Portugal, lui, va compter sur Cristiano Ronaldo, l'un des meilleurs joueurs au monde, pour remporter l'Euro pour la première fois de son histoire. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTS. Je pense que nous le réussirons. L'incinération, une des étapes de cette lutte contre le trafic illicite de bois, et le combat continue. La protection des forêts sénégalaises est une affaire de tous. La police, la gendarmerie, l'armée, les eaux et forêts, la douane, toutes les forces de défense et de sécurité s'engagent pour éradiquer ce phénomène. Vous avez suivi ces derniers jours cette croisade contre l'utilisation des enfants dans la rue. Les enfants qui ont été retrouvés dans les rues de Dakar ont été orientés vers le centre Guindi. Ce centre accueille des enfants en situation difficile, un service à caractère social. C'est le seul centre étatique du genre au Sénégal. Dieynaba Dia nous fait la présentation du centre Guindi. Le centre Guindi, situé à Grand Yoff, est créé en 2003 à l'initiative du chef de l'État. Depuis, il accomplit au quotidien sa mission d'accueil et d'orientation des enfants en situation difficile. Le centre t'accueille, le centre t'informe de tes droits, de tes devoirs, de ce que tu dois faire, comment tu dois te comporter dans la vie. Les enfants accueillis ici sont souvent victimes de maltraitance. C'est pourquoi l'accent est mis sur la santé et la psychologie. Si nous prenons l'enfant dans la rue, qu'il vienne, on ne peut pas le laisser comme ça intégrer le groupe qui est là depuis 2 jours ou 3 jours. D'abord, nous l'amenons l'acheminons vers l'infirmerie pour voir est-ce qu'il n'est pas malade ou bien est-ce qu'il n'a pas une maladie contagieuse qui peut contaminer les autres enfants qui sont sur place. Il y a des psychologues qui sont ici, ça c'est pour les prendre psychologiquement, pour les rassurer, parce que l'enfant qui vient ici, il est un peu rétracté sur lui-même, il ne parle pas, il est très violent. Des assistants sociaux, des lavandières, un maître coranique, des ateliers de formation en couture et en restauration, tout est mis en place pour accompagner les pensionnaires. J'aime le dire, il y a des enfants qui viennent et qui ne veulent plus rentrer, parce que ce qu'ils trouvent dans le centre est meilleur là où ils étaient et meilleur même chez eux, qu'on se le dise, parce qu'ils sont pris en charge totalement. Le travail se fait essentiellement par l'intermédiaire du numéro vert. Le personnel est à l'écoute 24 heures sur 24. Il y a une ligne d'assistance qui est là, une ligne d'assistance aux enfants en situation difficile. D'ailleurs, c'est la seule ligne qui existe au Sénégal qui a 3 chiffres. C'est le 116, le 116. C'est une ligne gratuite. Quand on appelle, vous ne payez pas. Et si vous voyez un enfant qui est en situation difficile, si vous appelez, immédiatement, il y a une équipe qui est sur place, qui se déplace vers cet enfant pour le récupérer. Tous les enfants accueillis par le centre sont appelés à retourner chez eux. Le parent ou le maître coranique est tenu de donner des engagements clairs pour pouvoir récupérer l'enfant.
Le centre Guindi, un refuge pour les enfants en situation difficile. Le geste que nous faisons aujourd'hui, donc procéder à l'incinération des charrettes qui ont été prises chez les trafiquants, de camions. Le camion arrivera tout à l'heure, des motos aussi. Donc c'était pour passer à l'action, c'est-à-dire montrer à tous les Sénégalais et plus particulièrement aux trafiquants que ce trafic de bois doit être arrêté de manière définitive, compte tenu du fait que c'est l'environnement qui est agressé. Cette dégradation des forêts n'est pas sans conséquence sur la vie des populations. Et au moment où partout dans le monde, la protection de l'environnement est devenue une priorité, le Sénégal n'est pas en reste. En plus de ce qui est déjà fait, les sanctions sont renforcées. Je pense qu'aujourd'hui, il faut passer à la vitesse supérieure et que tout simplement, les peines seront alourdies et dire que dès la semaine prochaine, en tout cas, il y aura un dispositif qui va être mis en place. Que ce soit dans la région de Kolda, comme dans celle de Ziguinchor, c'est pour dire qu'il y a un travail important qui est en train d'être fait et il va être renforcé. Donc dès la semaine prochaine, vous verrez, même dans la zone, la partie sud du Sénégal par rapport à la Gambie, la partie du Sénégal au nord de la Gambie, celle-là aussi va être surveillée par et la gendarmerie, et la police, et les eaux et forêts. Donc c'est pour dire aujourd'hui que c'est un combat qui est engagé. Que quelques heures pour les 152 575 candidats avant l'examen du baccalauréat. C'est l'ultime délai aussi pour ceux qui n'ont pas encore déposé leur livret de bac, un dossier qui leur permettra d'être repêchés pour la mention ou pour l'admissibilité. Le logiciel mis à la disposition des présidents du jury va faciliter le travail, sécuriser les données et rendre plus transparente la procédure. Suite de notre série de dossiers consacrés aux préparatifs du baccalauréat avec Cédina Lufal. Ces élèves en série scientifique trouvés au lycée Kennedy poursuivent leur révision. Pour elles, point question d'arrêter maintenant. Il faut revoir les leçons jusqu'à la dernière heure avant l'examen. On va mettre plus l'accent sur les matières dominantes, mathématiques, sciences physiques et SVT, sciences naturelles. On compte réviser jusqu'au dimanche soir. Comme élève môme, on n'est jamais prêt, ça c'est sûr. Moi, je compte arrêter aujourd'hui, mais je pense qu'il ne peut pas manquer d'ouvrir les cahiers demain dans la journée quand on est assise. Ça ne peut pas manquer de penser aux leçons. Moi, je crois que ça, c'est une bonne chose, réviser jusqu'au dernier jour, n'est-ce pas? Bon, il y a des élèves qui n'ont pas la capacité de retenir. Pour ces élèves-là, je leur conseille de continuer leur révision jusqu'au dimanche, n'est-ce pas? Pour d'autres, n'est-ce pas, qui pensent que, bon, l'examen est là, ils sont fatigués, ils doivent se reposer. Bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. Le gouvernement durcit la lutte contre le trafic de bois en Casamance. 3 ministres se sont rendus à Ziguinchor pour annoncer les mesures prises. Des moyens de transport utilisés par les trafiquants ont été détruits pour l'exemple. L'objectif est de protéger nos forêts. À quelques heures du baccalauréat, les derniers réglages chez les 152 575 candidats inscrits. C'est aussi le dernier délai pour ceux qui n'ont pas encore déposé leur livret de bac. C'est cet élément du dossier qui permet d'être repêché pour la mention ou l'admissibilité. Et puis en football, les éliminatoires de la CAN U20, le Sénégal réalise une bonne opération. Les Lionceaux ont battu cet après-midi le Ghana 3-1. Des charrettes, des motos, des vélos et même des véhicules incinérés. Une opération qui entre dans le cadre de la lutte contre le trafic de bois en Casamance. La présence des ministres de l'Environnement, de l'Intérieur et des Forces armées démontre l'importance accordée à la protection des forêts. Le renforcement des sanctions et une surveillance accrue sont quelques solutions pour plus d'efficacité dans cette lutte. Carlton Gay. Plus de 3000 charrettes, des vélos, des motos et du matériel saisis à Kolda et à Ziguinchor. La lutte contre la déforestation s'intensifie en Casamance. Face à l'ampleur du phénomène, les autorités passent à l'offensive.